Antoine. Je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis heureux, bien sûr, d'intervenir dans le cadre de ce séminaire. Je n'oublie pas que la première fois que j'étais intervenu, ça devait être en 2009, c'était sur l'invitation de Michel Van de Kerkhove. C'était autour de ma thèse, précisément, dans le cadre dans le jury duquel Michel Van de Kerkhove se trouvait. Je voudrais vous dire aussi que je suis navré des reports successifs, enfin du report, en tout cas de la date initiale, et je suis du coup particulièrement heureux que ce séminaire puisse se faire par un aussi beau temps estival, donc décidément profondément accueillante. Alors, mon angle va être large, en tout cas au départ de ce propos. La question que je me pose d'emblée, c'est de savoir pourquoi on s'interroge aujourd'hui sur l'enseignement du droit. J'ai évidemment en mémoire, et je suppose qu'il en a été beaucoup question dans certains séminaires qui ont été organisés ici, un certain nombre de thèses, de propositions qui avaient été avancées par le mouvement critique du droit. C'était à la fin des années 1970, dans les années 1980 également, stigmatisant un certain modèle d'enseignement, mettant en évidence la nécessité en particulier d'une pluridisciplinarité, mettant en cause le modèle du cours magistral. Bref, des propositions, souvent des propositions subversives, avaient été mises en avant. Ce qui fait que la question de l'enseignement du droit, en tout cas en France, a peut-être pendant un temps un peu senti le souffre de ce point de vue. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas forcément une adhésion répandue à un certain nombre de présupposés que portait ce mouvement critique du droit dans lequel on trouvait Michel Miaille, Antoine Jameau et tant d'autres. Un certain nombre de réformes sont intervenues en France, en tout cas, depuis cette fin des années 1970, au début des années 1980. Et pourtant, ces réformes n'ont pas forcément été dans le sens, disons, des critiques de l'époque et des propositions qui émanaient de critiques du droit. Je dirais que l'essentiel a été finalement préservé. Le système de l'enseignement du droit s'est maintenu. On continue à affirmer, à réaffirmer, c'est particulièrement le cas dans le rapport chez 76 recommandations pour l'enseignement du droit, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, le rapport de janvier 2007. On insiste sur la spécificité, sur la singularité de l'enseignement du droit. On le réaffirme, on réaffirme cette singularité, le cas échéant, face à des concurrences potentielles. Les facultés de droit ne sont pas les seules, ne sont plus les seules à enseigner le droit, mais au fond, il y a une conception qui demeure finalement inchangée, avec une certaine forme de résistance à la pluridisciplinarité. Ça a été très bien mis en avant par Jacques Chevalier encore récemment. L'enseignement du droit en France est toujours confronté à un nombre d'étudiants particulièrement significatif. C'est un enseignement de masse, bien évidemment. Je dirais même que le nombre d'étudiants en droit va croissant, comme les étudiants en médecine d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question de l'enseignement du droit se trouve mise en avant? Est-ce l'effet des critiques qui ont déjà une quarantaine d'années, qui désormais seraient, en raison d'un nouveau contexte, susceptibles de porter? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Qu'est-ce qui fait que l'on daigne, que l'on soit contraint à remettre sur la table cette question, y compris dans les facultés de droit françaises qui ont pourtant tout fait pour résister à ce changement? Je crois qu'effectivement quelque chose a changé, ce sont les temps qui ont changé, parler comme Bob Dylan, mais je crois que ça tient moins à un facteur mis en avant dans le rapport Truchet, qui est celui de la concurrence, qu'à une révolution technologique d'une part, et surtout à des considérations d'économie. Je ne peux pas le dire autrement. Si la question de l'enseignement du droit en France agite tous nos esprits, c'est parce que nous sommes invités à réaliser tout simplement des économies, parce que les contraintes budgétaires n'ont jamais été aussi fortes et que l'on nous demande de faire autrement, avec moins d'argent, tout simplement. C'est en tout cas comme ça que cette thématique s'est véritablement répandue.
c'est là un premier paradoxe peut-être d'ailleurs de cette thématique. Alors, je disais à l'instant, de nombreuses questions ont déjà été abordées certainement dans le séminaire. L'angle qui est le mien ici, la question sur laquelle je m'interroge, c'est la question de savoir dans quelle mesure la représentation que l'on se fait de l'enseignement du droit a partie liée ou dépend de la représentation que l'on se fait de la doctrine, ou que la doctrine se fait d'elle-même. Je me pose cette question comme on se saisit d'une forme d'intuition, une forme d'intuition systémique, pour parler comme Gerhard Heinzmann, cette espèce d'intuition faillabiliste, l'intuition est modifiable, dialogique. C'est une affaire de questions et de réponses entre les interlocuteurs et non pas une affaire d'introspection. Mais c'est une question que fondamentalement je suis amené à me poser. Alors, pour prendre un point d'accroche, un discours d'accroche, c'est vraiment fondamentalement sur le registre de l'analyse du discours finalement que je vais essayer de déployer mon analyse. Je vais partir d'un propos qui était le propos d'un grand juriste belge, c'était François Laurent, l'auteur du traité de droit civil, qui disait ceci: « Rien n'est tenace comme les premières impressions que reçoit l'intelligence à un âge où l'élève est encore une cire molle que le maître habile pétrit à sa guise. » Alors cinglant, ces propos ne sont pas évidemment les miens, ce sont les siens, en bonne place d'ailleurs, la préface du premier tome de son traité de droit civil. Faut-il y voir une représentation de l'enseignement du droit? Sans aucun doute. Il s'agissait pour lui de prêcher en particulier le respect du texte, en martelant cette conception, non pas à l'attention, je cite, des hommes faits dont le pli est pris, mais auprès des jeunes générations. Pour reprendre sa formule. Alors, représentation aussi de la doctrine, de son rôle, de sa mission, tel que cela représente, du moins, une certaine mouvance, classique en l'occurrence, en s'érigeant en gardien des dogmes. Mais sûrement pas gardien du fond dogmatique du droit dont parle Alain Supiot dans le sillage de Pierre Legendre. De représentation donc, de l'enseignement du droit, de la doctrine, qui au minimum se croisent et se conjuguent dans le propos rapporté, tout simplement parce qu'elles s'inscrivent dans une même perspective. Le traité de François Laurent, qui était une œuvre doctrinale, se voyait aussi bien sûr assigner une fonction de formation, voire de modelage des futurs juristes, sinon de leur esprit. Et ici, l'auteur s'identifie bien au professeur, lequel rendait compte manifestement de son expérience. Alors, enseignement du droit et doctrine juridique ne seraient-ils pas liés, ne seraient-ils pas unis par une même destinée qu'ils partageraient? On peut rappeler à ce titre que le terme doctrine vient de docere, qui signifie précisément enseigner. Il y a un lien qui apparaît comme intuitif et donc de ce point de vue quasiment évident. Alors pour cheminer, je dirais de représentation en représentation. Les deux représentations dont je viens de parler, la représentation de l'enseignement du droit, la représentation de la doctrine, mais aussi la manière dont l'enseignement du droit représente la doctrine, et finalement j'exploiterai les différentes acceptions en quelque sorte de ce terme de représentation. Le privilège pour un juriste français, un universitaire français, d'intervenir en Belgique, c'est de s'affranchir du plan de partie, de sous-partie. On n'a pas tant d'occasions que ça, donc je vais en profiter bien volontiers pour cheminer plus librement, je vous en remercie. La démonstration, évidemment, sur un sujet de ce type est difficile. Comment, en définitive, appréhender ce qu'est l'enseignement? Je ne parle pas d'une approche phénoménologique, mais appréhender de façon, si se veut, réaliste, forger un concept qui cherche à saisir la réalité, ce qu'est l'enseignement du droit aujourd'hui. Il n'y a pas véritablement de méthode qui permette de saisir la réalité des enseignements du droit tel qu'ils se déploient, et tout particulièrement tel qu'ils se déploient en France. Alors je vais évidemment me remettre dans une certaine mesure
à ce que j'ai cru pouvoir appréhender au sein de la faculté dans laquelle j'exerce mes fonctions, la faculté de droit de Nancy, évidemment en m'appuyant sur d'autres éléments. Il est toujours difficile d'ailleurs de s'exprimer sur ce sujet. Au nom de quoi s'exprime-t-on? Est-ce qu'on parle de sa propre vision, du regard que l'on porte sur la pratique d'autres collègues? Voilà qui est extrêmement compliqué. Et néanmoins, partir de ce qui me semble être un constat assez indiscutable en France, je ne préciserai pas toujours en France, mais vous aurez compris que ça sous-tendra mon propos, et je crois que c'est une absolue nécessité que de le dire. Il y a un modèle dominant. Ce modèle dominant, c'est le système dual, et ce système dual, en réalité tel que je l'aperçois et tel que je l'ai vécu comme étudiant et comme enseignant-chercheur aujourd'hui, ce système dual, c'est le modèle cours magistral, travaux dirigés. Alors, un modèle que le rapport Truchet de janvier 2007, dans sa recommandation numéro 108, a présenté comme étant bien adapté à l'enseignement du droit. C'est bien ce modèle qui est mis en avant par ce rapport comportant 76 recommandations pour l'enseignement du droit. Donc, articulation entre ces deux dimensions. Le cours magistral, tout d'abord. Alors, on connaît l'ambivalence du terme magistral. Ça renvoie à un fait remarquable par la façon dont il est accompli, l'idée d'un cours accompli de main de maître, mais ça renvoie aussi à une manière autoritaire, le cas échéant, dogmatique, de procéder. Depuis la fin du XIXe siècle, le cours magistral n'a cessé de se démultiplier. En France, son public s'est considérablement élargi. Et on sait en même temps que ce cours magistral fait l'objet de critiques récurrentes. Cette critique récurrente, déjà, avec le mouvement critique du droit que j'évoquais tout à l'heure, on le présente parfois aujourd'hui comme étant une forme d'enseignement obsolète qui correspondrait à un modèle d'enseignement totalement dépassé, en ce sens qu'il ne répondrait pas aux attentes et aux exigences de son temps. Mis au banc des accusés lorsqu'il s'agit d'expliquer l'échec massif des étudiants dans les premières années de l'enseignement supérieur. Et parfois, l'on va confronter le cours magistral dispensé dans les facultés de droit à d'autres formes de cours dispensés dans le cadre de classes au sein d'autres institutions, mais en oubliant au passage ce qui me semble être quand même une réalité tout à fait essentielle, c'est que les facultés de droit accueillent tous les bacheliers. Il n'y a pas de sélection à l'entrée, comme le pratiquent par exemple les IUT. Je suis quand même un peu affligé par la manière dont on met parfois en cause des facultés de droit en les confrontant à des dispositifs où une sélection préalable intervient. Bien évident que de notre côté, la sélection et l'échec va être considérable en première année, tout simplement pour cette raison. Alors, au sein des facultés de droit françaises, je crois pouvoir dire que la primauté accordée au cours magistral demeure absolument indiscutable. Le rapport Dury de février 2000 estimait que le cours magistral, je cite, reste le meilleur moyen d'accès aux principes essentiels d'une matière juridique. Et dans le dictionnaire de la culture juridique, si l'on se reporte à l'entrée professeur à la faculté de droit, Jean-Louis Carbas affirme que le cours magistral constitue un acte pédagogique essentiel qui s'inscrit dans une tradition, celle de l'indépendance professorale, longuement élaborée dans le silence d'un cabinet de travail. Je le note très volontiers lorsque ce n'est pas un cabinet d'avocats, ça c'est un petit problème français. Longuement élaboré dans le silence d'un cabinet de travail, le cours magistral permet aux professeurs d'exprimer des conceptions originales, une interprétation personnelle, pour les meilleurs une doctrine, ah tiens, le lien surgit, dans la plus totale liberté à l'égard des modes et du prêt-à-penser ambiant. Voilà ce qui est mis en avant à ce titre. Alors, évidemment, le cours
magistral va se décliner de façon différente selon le professeur. Il est difficile de dégager des traits de ce qu'est un cours magistral en droit. Nul doute que chacun le conçoit et le façonne au départ d'une série de choix, sans doute plus ou moins conscients d'eux-mêmes. Je dirais que ces choix sont sûrement fonction de différents paramètres, et tout d'abord de la matière, je dirais de la discipline à enseigner, discipline qui est plus ou moins technique, plus ou moins complexe ou mouvante, plus ou moins structurante ou fondatrice dans un processus de formation initiale de futurs juristes. Il y a également des choix d'ordre pédagogique qui vont présider, au titre de ces choix généraux liés à la matière, à la détermination du contenu de l'enseignement, et ceci en tenant compte de toute une série de contraintes extérieures, en tout cas extérieures à l'enseignant-chercheur. On peut appeler ces contraintes institutionnelles, et elles renvoient notamment à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des contraintes qui ont conduit au cours de ces dernières années, le mouvement n'est probablement pas arrivé à son terme, à réduire les durées de cours. Les cours qui étaient à 48 heures semestrielles sont passés à 36 heures, et cela a conduit évidemment à procéder à des coupes, à des cures d'amaigrissement, en tout cas de certains enseignements. Et donc, là aussi, à opérer des choix. C'est-à-dire que le modèle consistant à présenter une matière et à dérouler une matière de bout en bout, comme le droit des obligations, qui bénéficiait de 2 fois 48 heures il y a encore quelques années en deuxième année, bénéficie désormais de 2 fois 36 heures, donc 24 heures en moins. Il faut faire, de ce point de vue, des choix. Il y a également des choix qui sont liés à l'exigence du professeur, du niveau où il place la barre, des objectifs qu'il poursuit à travers ou avec l'enseignement, de sa sensibilité, de sa personnalité, de son approche du droit, de la perception qu'il a de sa fonction, de son rôle, de sa mission, et de la mission de l'université au sein de la société. Bref, c'est là, le cours magistral, un modèle, c'est aussi une posture. Installé à la chaire, le professeur fait face à son auditoire, il y a déjà là une forme de mise en scène. Certains vont, c'est le cas en France, revêtir la toge, d'autres non. Je fais partie de ceux qui ne la mettent pas. Voix placée, voix timbrée, voix haut perché, voix tremblotante, ton professoral ou pas, jusqu'à la caricature parfois, lorsque ce ton est adopté, plus ou moins élégant, plus ou moins péremptoire, érigeant une frontière avec l'auditoire ou tentant de l'abolir, chacun a son style. Et me revient en mémoire une anecdote que j'ai racontée à Antoine tout à l'heure, un professeur que je me garderais bien de nommer, qui est disparu depuis un certain nombre d'années déjà, qui commençait son cours dans le couloir. Alors on entendait sa voix au loin, rentrait dans l'amphi en poursuivant son cours et partait en poursuivant son cours. Il n'y avait pas de bonjour, il n'y avait pas de quoi que ce soit. C'était un cours ambulant qui, à un moment donné, faisait une incursion dans l'amphithéâtre de ses étudiants. Alors, voilà le cours magistral tel qu'il se présente, c'est-à-dire quand même avant tout sous la forme d'une conférence qui n'est pas débat, qui n'est pas dispute, discours avant tout monologique, peut-être même discours monologique par excellence, le discours de l'un. Discours ordonné, soucieux de cohérence, souhaitons-le aussi de pertinence, ainsi que des objectifs qui lui sont assignés. Conférence, j'ajoute que le terme permet en France de désigner un corps d'enseignants-chercheurs distinct de celui des professeurs, c'est le corps des maîtres de conférences. Je ne crois pas que cette terminologie soit utilisée en Belgique, mais on parle de maîtres de conférences. Oui, on l'a vu. Ouais. Alors voilà pour ce qui est du cours magistral. Et à ce cours magistral, donc, s'associent les travaux dirigés. Alors les travaux dirigés ont été en réalité institués en France en 1954. Des conférences avaient dès 1922 été proposées, d'ailleurs comme un mode d'infléchissement de la pédagogie, mais il s'agissait de conférences facultatives. En 1954, on va les instituer sous forme de travaux dirigés. Et c'est là que le système dual va véritablement se concrétiser. D'après les informations que j'ai pu recueillir, François Génie, qui était donc en poste à la faculté de droit de Nancy, assurait pendant cette période, et avant même 1954, 2 enseignements qu'il qualifiait d'enseignement théorique d'un côté, enseignement pratique d'un autre côté. Alors, travaux dirigés, de quoi s'agit-il? D'abord des travaux dirigés par qui? Ça c'est une question
question que je veux poser, puisqu'il y a probablement deux pratiques qui renvoient en réalité à l'articulation entre le cours magistral et les travaux dirigés d'un côté, mais aussi au rapport entre le professeur ou le chargé de cours et ses assistants chargés de travaux dirigés. Je dirais qu'il y a une tentation dirigiste, qui est assez présente en définitive, je crois, en France, tentation dirigiste qui consiste pour le professeur à contrôler, au sens de maîtriser, mais pas seulement, ce qu'il conçoit comme un prolongement de son enseignement, et qui va s'opposer, cette tendance, à une approche que je qualifierais de plus autonomiste. Alors dans le premier cas, dans le modèle, disons, un peu dirigiste, le mot est fort, j'en suis bien conscient, le professeur pourra être amené non pas seulement à définir les thèmes des séances ou le type d'exercice à privilégier, mais à élaborer lui-même les fiches, à imposer sa correction, et une correction qu'il va vouloir uniforme, pour peu qu'il soit entouré d'une équipe de chargés de travaux dirigés. Différents motifs peuvent justifier cette approche, notamment des considérations d'équité ou d'égalité de traitement. Ce qui est sûr, c'est que dans ce modèle-là, je vais l'exprimer en ces termes, l'enseignement se duplique et le chargé de travaux dirigés est contraint à une forme de mutisme, voire de mimétisme. Le chargé de TD, vous me pardonnerez cette formule, est alors la voix de son maître. C'est une variante de ce dispositif, finalement, que la pratique consiste à demander aux assistants de façonner les fiches tout en leur demandant de soumettre au professeur la correction qu'ils envisagent de proposer. Certes, dans ce cas, il s'agira de vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs qui viennent se glisser dans le discours qui sera tenu aux étudiants, mais c'est alors quand même un système de surveillance. Je ne voudrais pas convoquer Michel Foucault trop tôt, mais un système de surveillance qui se met en place tout en laissant l'assistant agir. Dans les deux cas, dans cette approche, disons, dirigiste, le prolongement contrôlé, l'enseignement de travaux dirigés constitue le prolongement, finalement, contrôlé du professeur et de son cours magistral. Alors c'est à cette conception, je crois, que l'on peut opposer une approche plus autonomiste, en ce sens qu'elle laisse plus d'autonomie aux chargés de travaux dirigés, en lui conférant au moins une part décisionnelle dans le choix pédagogique qu'il a charge de mettre en œuvre. Alors sans doute la nature des rapports qu'entretiennent le professeur et le chargé de travaux dirigés revêt-il un caractère déterminant à ce titre? S'agit-il d'un doctorant ou non? S'agit-il d'un doctorant dirigé par ce professeur ou par un autre professeur? S'agit-il d'un praticien du droit? C'est une question essentielle. C'est un problème aussi essentiel en France, où on a de moins en moins de doctorants, ce qui signifie que les enseignements de travaux dirigés sont de plus en plus assurés par des intervenants qui sont des professionnels et pas forcément les professionnels, comment dire, les plus investis, malheureusement. Je veux dire que les avocats qui ont l'activité la plus développée ne trouvent pas le temps d'assurer les enseignements et que, par conséquent, on peut se retrouver face à des intervenants de qualité de plus en plus variables, et c'est un problème que l'on connaît, je crois, dans désormais toutes les facultés. Pourtant, la question du rapport et du rapport de confiance entre le professeur et son chargé de travaux dirigés est évidemment une question essentielle qui ne peut que dépendre aussi de la qualité du chargé de travaux dirigés. C'est cette qualité qui marque aussi la géographie des lieux. Alors, il n'en reste pas moins que dans ce système, les travaux dirigés ont principalement pour objet, je crois, de favoriser la compréhension du cours et à travers lui de la discipline, alors par de multiples canaux, approfondissements, mise en application. Je sais bien qu'il y a des pratiques qui se veulent innovantes, qui le sont plus ou moins, je parle de jeux de rôle ou de pratiques de cette nature. Il faut quand même reconnaître qu'en France, les travaux dirigés tournent avant tout autour de 3 exercices, que sont le cas pratique, le commentaire d'arrêt et la dissertation. Toujours au sujet du rapport avec le cours magistral, du rapport entre le travaux dirigés et le cours magistral, je voudrais souligner 2 éléments à travers des propos rapportés, des propos que j'ai pu entendre, il y a une quinzaine d'années lorsque j'ai été chargé de travaux dirigés en particulier. Première chose récurrente, je crois, dans les travaux dirigés en France, c'est l'enseignant, le chargé de travaux dirigés, qui, lors de la résolution d'un cas pratique, écoute un étudiant et lui demande tout
Donc il tire la règle qu'il vient de convoquer, et une des réponses fréquentes qui est donnée, c'est que cette règle est issue du cours de Monsieur X ou de Madame Y. Voilà qui peut donner à voir là aussi une certaine représentation de la manière dont se positionne le cours magistral. Second discours rapporté qui m'a toujours frappé et que je trouve extrêmement contestable, c'est ce propos consistant à dire, j'ai entendu beaucoup d'anciens le dire, je ne veux aucune divergence de point de vue entre le cours magistral et la position exprimée par le chargé de travaux dirigés. Les étudiants ont besoin d'entendre une parole et une solution absolument unique, sinon ils sont désorientés. Voilà une conception qui a probablement influencé toute une série de... Enfin, les rapports entre cours magistral et travaux dirigés. Je vous passe certaines pratiques inconsistantes pour les professeurs à venir visiter le chargé de travaux dirigés lors de sa séance. C'est une pratique qui a pu se révéler ici ou là particulièrement humiliante, je crois. Je n'ai jamais eu à la subir, mais j'ai pu y assister comme étudiant. C'était quand même assez dramatique. Alors qu'à l'inverse, je ne peux pas ne pas citer cet épisode qui concerne Antoine Jameau et Martine Lefriand. Antoine Jameau dispensait le cours magistral de droit du travail. Martine Lefriand était sa chargée de TD. Puis un beau jour, les étudiants viennent saisir Martine Lefriand en lui disant « Mais je crois qu'il y a une divergence entre votre position et celle qui a été exprimée par le professeur Jameau. Donc c'est forcément le professeur Jameau qui a raison. » Que s'est-il passé? Bien, Antoine Jameau s'est présenté aux prochains travaux dirigés en disant « Vous savez qui a raison? C'est elle. » Voilà, c'est peut-être à rebours quand même de ce que je viens d'évoquer à l'instant. Alors, ce modèle étant posé, cette représentation étant posée, j'en viens à me demander si la doctrine parle de la doctrine et le cas échéant de quelle manière. Je veux dire par là, dans quelle mesure l'enseignement du droit donne-t-il une représentation de la doctrine? Au fond, s'il y a des liens entre enseignement du droit et doctrine, on peut être amené à se poser la question de savoir dans quelle mesure il y a une espèce de miroir qui est ici dressé. Alors, cette question, évidemment, elle peut conduire à évoquer très rapidement ce qui est probablement une difficulté essentielle et un problème à résoudre. C'est qu'on doit faire le constat, probablement, que dans certains enseignements de travaux dirigés, mais aussi dans certains cours magistraux, on a affaire à une dérive qui consiste tout simplement à intégrer le discours de Manuel et à le restituer tel qu'il est. Cette dérive-là, il faut le dire, elle existe. Je veux simplement souligner que certains jeunes collègues qui sont recrutés se trouvent parfois contraints à aller vers cette pratique qui est absolument contestable, tout simplement parce qu'on leur donne un nombre vertigineux d'enseignements, 4 ou 5 cours à monter, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup cette terminologie, dans des matières qui ne sont pas les leurs. Il ne faut pas s'étonner que, en définitive, le cours soit la reproduction de tel ou tel manuel que les étudiants auront tâché de repérer, si pas contribuer au discrédit de l'intervenant. Vous connaissez cela, ça existe ici ou là, probablement pas en Belgique, mais en France ça existe. C'est ce qu'on appelle néanmoins une forme de dialogisme constitutif, sauf que c'est une dérive du dialogisme constitutif. Qu'est-ce que c'est que le dialogisme constitutif? C'est tout simplement l'idée que dans un discours donné, eh bien, vous retrouvez des discours antérieurs qui ne sont pas forcément identifiés, qui ne sont pas forcément nommés en tant que tels, mais qui constituent la matrice du propos, une matrice transformée, mais qui a permis le cheminement de la pensée, qui a permis la constitution véritablement du cours. Ce n'est pas tant le dialogisme constitutif, disons, qui m'intéresse ici, me semble tout à fait incontournable en la matière. Non, ce qui va plutôt retenir mon attention, c'est ce que l'on appelle le dialogisme montré, c'est-à-dire le phénomène des discours rapportés. Alors, cette question
discours rapporté, évidemment, elle concerne une approche qui est celle de l'analyse du discours. Dans le cadre universitaire, le discours de l'enseignant se construit à partir de déjà dit, même s'il va y avoir un apport, il faut le souhaiter. De là, considérer donc qu'il n'y aurait finalement que du discours rapporté dans le cadre d'un cours magistral, il n'y a qu'un pas, que je me refuse évidemment de franchir, mais qui doit néanmoins être investi. Alors qu'est-ce qu'on appelle le discours rapporté ? La problématique du discours rapporté, elle traite des différents modes de représentation dans le discours de paroles qui sont attribuées à des instances autres que le locuteur. C'est ce que l'on peut appeler l'hétérogénéité ou le dialogisme montré, pour reprendre une formule des spécialistes de cette question, c'est Jacqueline Gauthier-Revuse. Eh bien, face au dialogisme constitutif, donc qui va se cacher ou se masquer derrière les mots, derrière les constructions syntaxiques, les reformulations ou les réécritures non dites des discours seconds, tout autre, dit-elle, est le niveau du dialogisme montré, c'est-à-dire de la représentation qu'un discours donne en lui-même de son rapport à l'autre, de la place qu'il lui fait explicitement, en désignant dans la chaîne, au moyen d'un ensemble de marques linguistiques, des points d'hétérogénéité. C'est le concept mis en avant par Jacqueline Gauthier-Revuse, l'hétérogénéité du discours, mais qui est un concept qu'on peut rapprocher de celui de dialogisme. Pour Laurence Rosier, il s'agit de la mise en rapport de discours dont l'un crée un espace énonciatif particulier, tandis que l'autre est mis à distance et attribué à une autre source de manière univoque ou non. Alors il y a plusieurs formes de discours rapportés. Les formes classiques, c'est le discours direct. Alors on va citer le propos, c'est le discours indirect. Là, vous n'aurez pas nécessairement dit, mais il y a le discours indirect libre. Il y a toute une série, évidemment, de déclinaisons de ce point de vue. Je dirais simplement, pour faire court à ce sujet, que ce que l'on rapporte, ça me semble être un point acquis, en tout cas en matière d'analyse du discours, ce n'est pas un énoncé, mais c'est un acte d'énonciation. Et je crois que ce qui est acquis aussi, c'est qu'il s'agit de trois formes, direct, indirect, libre, qui sont indépendantes l'une de l'autre et qu'a été simultanément abandonnée l'idée que le discours direct, c'est-à-dire par citation entre guillemets, serait plus fidèle que le discours indirect. Alors, voilà, il y a toute une série de variables qui interviennent en position du rapporteur par rapport au destinataire d'ailleurs. On rapporte par rapport à qui, les différentes façons de rapporter, la manière dont le rapporteur évalue l'acte d'évaluation, s'il l'applique ou pas, il y a différents types de positionnement. Alors qu'en est-il précisément dans l'enseignement du droit ? Toute la difficulté, on revient toujours à cela, c'est comment savoir s'il y a une représentation de la doctrine dans l'enseignement du droit. C'est un discours oral. Très difficile d'appréhender la question du discours rapporté oral. Très peu de travaux d'ailleurs en la matière. Néanmoins, quelques études ont été menées en dehors du champ du droit sur ces pratiques citationnelles dans les cours magistraux à l'université, notamment par Chantal Claudel, qui voit une démarche tout à fait répandue. Pour elle, il s'agit d'une stratégie qui implique la convocation d'un discours d'autorité dont le mode de présentation va diverger selon qu'il est présenté avec ou sans commentaire, mais qui n'implique pas nécessairement un lien de solidarité, bien sûr, avec l'auteur auquel il est renvoyé. Citer, indique-t-elle, est une démarche didactique visant la transmission de savoir qui doivent être clairement appréhendés. Alors, il y a différents types de citations. Il y a la citation textuelle qui a une visée informationnelle, il y a la citation explicitée, où on vise à la transmission structurée du savoir, il y a l'échange rapporté qui va procéder d'une construction interactive entre l'enseignement et les étudiants. La question que je me pose, c'est de savoir dans un cours magistral classique, dans quelle mesure il va y avoir des pratiques citationnelles et est-ce qu'elles vont concerner la doctrine. Je crois que dans un cours classique, disons, de droit, c'est-à-dire un cours qui va porter sur une matière de droit positif, cours de droit civil, cours de droit administratif, cours de droit pénal, cours de droit du travail, cours de droit commercial. En définitive, la pratique de la citation apparaît
focaliser sur les textes, les dispositions légales ou réglementaires, ou encore les textes d'arrêt. On va citer, là, in extenso, tel ou tel attendu de principe. Mais en réalité, les citations émanant d'auteurs sont, dans un cours magistral, à mon avis, dans le domaine du droit, assez rares. Je veux dire que l'on va, la plupart du temps, convoquer avant tout une figure d'autorité. Alors oui, on va aller chercher, bien sûr, Jean Carbonnier dans le cours de droit civil. Il faut que les étudiants connaissent Jean Carbonnier, en tout cas une citation de Jean Carbonnier, mais une seule, la plupart du temps. En droit du travail, on va aller chercher Paul Durand ou Gérard Lyon-Camp. Bref, on va chercher quelques figures tutélaires, mais finalement, on va assez peu citer la doctrine contemporaine. Pourquoi cela? Pourquoi finalement les cours magistraux ne regorgent-ils pas de références à ceux qui font aussi la lecture du droit à un moment donné? Plusieurs, évidemment, raisons pourraient être invoquées, sans doute le fait que ce serait peut-être compliqué la présentation. Sans doute aussi faut-il y voir une certaine représentation, on y revient, représentation, alors peut-être déjà des sources du droit. Je suis quand même frappé par le fait que finalement peu de cours présentent au sein des sources du droit la doctrine, en particulier la doctrine contemporaine, et c'est courant, le cas échéant. Il me semble pourtant que c'est une clé de lecture absolument incontournable pour appréhender toute une série d'enseignements. Je relève que lorsqu'un cours est appréhendé en introduction, dans son introduction générale, à travers la dimension historique, c'est bien souvent une histoire par les lois, et c'est pas une histoire par la doctrine, et pourtant, elle est parfois tout aussi essentielle, tout simplement parce que le droit est affaire aussi de sédimentation, j'utilise évidemment ce terme à dessein. C'est en tout cas l'interaction des sources qui est ici tout à fait dissimulée. Alors, la doctrine, elle n'est pas présentée à travers son pluralisme, elle est plutôt même, je dirais, dissimulée. Il faut peut-être un petit peu nuancer le constat. Certaines controverses vont parfois être mises en avant. Mais quelles sont, au fond, les controverses qui sont fondamentalement mises en avant dans la plupart des cours magistraux? Ce sont des controverses éteintes. Ce sont des controverses structurantes du passé, qui ont beaucoup agité le droit positif, mais on est heureux de pouvoir présenter ces controverses comme étant closes. Ça permet d'apporter à l'étudiant et au cours la clarté, la sécurité qui sont escomptées. On évite de les plonger dans le trouble le plus absolu. Et ces controverses vont être présentées, le cas échéant, comme des moments de crise du droit, pourquoi pas comme des formes d'anomalie. Je reviens à François Laurent. Les élèves ne sont pas en état de comprendre les controverses, ils ont besoin d'une nourriture simple et facile à digérer. Elles sont donc valorisées, ces controverses, dans ces cas-là, dans un ensemble où, en définitive, la portée de la controverse est tout à fait relativisée. Alors, est-ce que c'est le mode privilégié de référence à la doctrine? Peut-être pas. Il est moyen tout de même d'introduire certaines discussions actuelles, contemporaines, tout particulièrement lorsqu'un sujet surgit, le droit évoluant, les sujets surgissants, des prises de position interviennent, et bien souvent, j'y reviendrai, c'est ce qui va permettre d'introduire la manière dont le droit se fait, la manière dont il se fabrique et la manière dont les arguments peuvent s'affronter. Alors dans ces cas-là, peut-être, oui, la doctrine sera à ce titre convoquée. Mais hormis ce qui peut apparaître comme des exceptions, dans ce que je viens de présenter, je crois que la doctrine dont il est question, ce sont malheureusement avant tout les grands anciens. Peut-être même le concours d'agrégation joue-t-il un rôle. Je rappelle qu'à tort ou à raison, et à mon avis peut-être à tort, la règle a souvent été mise en avant selon laquelle, alors règle implicite, selon laquelle dans une leçon du concours de l'agrégation on ne cite pas d'auteur vivant. Ce qui implique une forme de repérage en amont.
je pense que cette idée-là peut laisser effectivement quelques traces. Alors, que constate-t-on dès lors? On constate malgré tout une forme de disjonction, de séparation entre la doctrine et l'enseignement. Une doctrine référée donc aux grands anciens, quelques grands anciens, et puis l'enseignement. Et alors là, c'est le statut du savoir juridique qui constitue une forme d'impensé de cette déclinaison, je crois. L'enseignement du droit tel qu'il va être appréhendé dans cette optique va se présenter comme un enseignement sur le droit positif, du droit positif, avec des phénomènes d'occultation, de dévalorisation même, d'une certaine manière, de la doctrine. Peut-être même y a-t-il cette distinction sous-jacente, parfois tenue pour radicale, alors qu'elle mériterait très certainement d'être sérieusement relativisée, la distinction entre le discours du droit, auquel se tiendrait l'enseignement du droit, et le discours sur le droit, avec l'idée donc selon laquelle il y aurait la possibilité de séparer l'un de l'autre et selon laquelle le cours magistral devrait se focaliser sur le discours du droit. Je crois, pour ma part, que les deux sont totalement enchevêtrés et que le discours sur le droit participe d'une intervention dans le droit. D'où ma forme d'incompréhension par rapport au phénomène d'occultation que j'évoquais tout à l'heure. Alors, que ne fait-on pas, que ne montre-t-on pas lorsque l'on procède de la sorte? Alors tout d'abord, on ne montre pas l'enchevêtrement des discours. On ne montre pas la dimension discutable du droit. La nécessité pédagogique semble faire loi en la matière. C'est que l'on va s'interdire finalement de présenter des interprétations divergentes en doctrine de la loi ou de certains arrêts. Probablement une interprétation va-t-elle être mise en avant, mais la plupart du temps ça va être l'interprétation de celui qui dispense le cours, d'où le caractère monologique que j'évoquais tout à l'heure. Ça signifie une impossibilité de nuancer, ça signifie le choix de la simplicité, et là, évidemment, il faut se méfier de ce terme. Expliquer des choses complexes dans un langage simple, je crois qu'effectivement, c'est l'art de l'enseignement, mais ça ne doit pas être une manière de sacrifier la complexité de l'objet que l'on prétend présenter ou appréhender. À tout vouloir simplifier, on prend le risque, évidemment, de côtoyer une forme de médiocrité, en tout cas, de prendre le risque d'altérer totalement la complexité du droit et la manière dont il se réalise. Aller à l'essentiel est une chose, faire le choix de la simplicité excessive en est probablement une autre. Alors, je crois pouvoir dire, dès lors, qu'une transformation s'opère par l'enseignement, ou en tout cas par cette conception de l'enseignement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'enseignement, selon ce modèle, correspond à une strate de discours. L'enseignement du droit, tel que je l'évoque ici, va se saisir d'un discours qui correspond à la surface du droit. Manière d'appréhender avant tout le droit positif. Il ne faut pas se méprendre sur cette considération, sur la signification ou la portée que je veux lui donner, c'est que la question essentielle, à mon avis, qui se trouve posée ici, c'est celle de la place de la recherche dans l'enseignement du droit, tel que l'avait formulé d'ailleurs Antoine Jameau, c'est-à-dire la part qui lui revient pour satisfaire à l'idée qu'on se fait l'enseignement du droit, mais aussi la place qu'on veut lui accorder dans cet enseignement, autrement dit la manière dont cette recherche est elle-même représentée dans le discours tenu dans le cadre de l'enseignement. Et je crois pouvoir dire que le modèle du cours magistral va chercher la plupart du temps à occulter cette dimension, cette strate de discours pour s'en tenir à une strate qui est une strate correspondant aux règles de droit, aux règles positives. C'est un peu le même type de diagnostic que l'on pourrait dresser, alors quand même avec toute une série de nuances, mais à propos des manuels de droit. Il y a eu un très bel ouvrage qui est sorti sur les manuels de droit, acte d'un colloque récent avec une belle contribution en particulier de Christophe Jamin qui souligne que il y avait eu peu de réflexions en définitive sur les manuels de droit en France parce qu'ils appartiennent au paysage et qu'ils apparaissent comme une évidence alors qu'ils ne le sont pas évidemment dans d'autres types de cultures et notamment la culture pays de common law, et avec
l'idée selon laquelle le manuel est une espèce de modèle type de la publication en droit. On l'encourage d'une certaine manière. Les éditeurs ne cessent de démultiplier d'ailleurs de façon vertigineuse le nombre de manuels, ce qui fait d'ailleurs que leur qualité vont probablement en s'affaissant quelque peu, mais toujours avec une même idée, c'est l'objectif de systématisation du droit, c'est-à-dire de mise en ordre du droit positif. On va et on cherche à systématiser, à présenter la matière de manière cohérente et de bout en bout, de la dérouler de façon la plus complète possible, souci vraiment de systématiser et donc de considérer que cette systématisation constitue la meilleure façon de rationaliser. Alors c'est cela, évidemment, que conteste Christophe Jamin, en soulignant que ce poids est peut-être tout à fait excessif et qu'il renvoie évidemment à une certaine représentation du droit et qu'il produit un phénomène, justement, d'occultation. D'ailleurs, le sous-titre, ou le titre plus précisément de l'article de Christophe Jamin, c'est comment traiter à moitié le sujet du droit, en procédant de la sorte. Alors, comment, du coup, et sur cette base, comment se représenter l'enseignement? Comment faut-il se représenter l'enseignement? La question que je me pose tout d'abord, c'est celle de sa finalité. A-t-il une fin, et le cas échéant, quelle fin? L'enseignement du droit a-t-il d'ailleurs une fin unique, une fin unitaire? J'en suis absolument pas convaincu. Il faut bien distinguer la formation initiale, la formation continue, et dans la formation continue, qui aujourd'hui est bien développée dans les facultés de droit, il y a les juristes et il y a les non-juristes, et dans les juristes, il y a les avocats, il y a les magistrats, bref, vous avez toute une série de déclinaisons et donc probablement de finalités distinctes. Donc l'objet d'enseignement va se décliner en fonction des auditoires et en fonction des publics. C'est là une évidence qu'il faut rappeler. Le propos de l'enseignant, sa juste fonction. En fonction de l'auditoire. Un auditoire, ça se sent, et on peut aussi ne pas le sentir, mais en tout cas, il faut mieux essayer de le sentir en général. D'ailleurs, il peut y avoir des auditoires hostiles. Alors, en fonction des publics, et je crois qu'on peut percevoir un certain nombre d'enjeux. Si on parle par exemple de la formation continue des avocats, on peut pointer l'écueil auquel un certain nombre d'universitaires ont pu s'exposer. Quel est cet écueil? C'est précisément d'arriver avec le modèle d'enseignement que je viens d'évoquer, c'est-à-dire à dérouler, à systématiser une matière. Ça, en général, ça passe assez mal, en tout cas auprès des avocats français spécialisés dans un domaine, parce que ça ne correspond pas à leurs besoins. Ça signifie donc que dans cette hypothèse précise, l'intervenant universitaire a intérêt à bien comprendre ce que sont les besoins de son public, de les comprendre, à dépasser évidemment l'opposition entre théorie et pratique, et à comprendre que si les praticiens cherchent la plupart du temps une actualisation dans un domaine donné, ils cherchent aussi fondamentalement des mises en perspective. Mais encore faut-il partir des problèmes qui se posent à eux. Je reprends là une idée qu'avait avancée de façon magistrale François Tailleret il y a quelques années dans le colloque organisé par Droit et Justice sur quelle perspective pour la recherche juridique. Tout cela ne fonctionne donc, je crois, dans l'interaction. Alors, il faut quand même souligner que lorsqu'on est en présence d'avocats, on pourrait dire la même chose de magistrats, on est en présence de juristes. Donc on ne forme pas, à proprement parler, je crois, des juristes, en tout cas au sens de la formation initiale. Mais je veux aussi souligner, avant d'arriver aux étudiants classiques, que l'enseignement du droit peut aussi être adressé à des non-juristes dans le cadre de la formation continue. Pendant longtemps, la formation continue en France a été considérée comme absolument secondaire. C'était une activité peu noble, qui était presque avilissante pour l'universitaire. C'est un discours qui a complètement évolué, tant mieux. Je suis simplement au regret de constater qu'il n'a pas évolué parce qu'on a compris quels étaient les enjeux de la formation continue, parce qu'on s'est simplement aperçu que ça remplissait les caisses des universités, la formation continue. C'est pour ça qu'on l'encourage, il ne faut pas se heurter. Mais je relève qu'un certain nombre d'instances universitaires développent la formation continue depuis longtemps. Je songe notamment aux instituts du travail. Les instituts du travail, il y en a quelques-uns en France, notamment nationaux à Strasbourg
et Asso, forment des représentants du personnel, des syndicalistes, et donc interviennent dans le champ du droit dans l'action, du droit en action, à proprement parler. Ils ne visent pas à les rendre juristes, pas du tout, mais à les amener à maîtriser le droit du travail, un certain nombre de questions, de domaines qui sont choisis. Je ne peux pas ne pas citer ici le fait que les programmes de formation de ces représentants du personnel, de ces délégués syndicaux dans les années 1950 à Strasbourg, l'Institut du travail de Strasbourg a été créé en 1950, sont tout à fait frappants en ce qu'ils renvoient à la théorie du droit d'une certaine manière. Les formations duraient 3 semaines, et dans les intervenants, on retrouve notamment Paul Ricoeur. Paul Ricoeur intervenait dans les sessions de l'Institut du travail de Strasbourg devant des ouvriers qui, voilà, pour la plupart d'entre eux, n'avaient jamais ouvert un livre. Et je trouve cette aventure des instituts du travail assez formidable, et notamment à travers ce qui s'est joué à cette époque. Alors, pourquoi c'est intéressant, cette formation d'enseignement du droit à des non-juristes? Parce que c'est une forme de plongée par le canal de l'enseignement dans le droit en contexte, par le droit in situ. C'est ceci près que c'est le contexte alors qui saisit l'enseignement et qui s'impose à lui. Les auditeurs sont fondamentalement des acteurs du droit, des acteurs qui n'ont pas la qualité de juriste et qui ne cherchent pas à avoir la qualité de juriste, mais qui se cherchent à se saisir du texte, du droit, des textes, à comprendre les données positives du droit et à les exploiter, droit en action. L'enseignement dans ce cadre va donc être, là aussi, ajusté en fonction de cette attente des auditeurs. Ce n'est pas une formation au raisonnement juridique, c'est autre chose, et c'est encore une approche dialogique qui va permettre de mettre en rapport le droit et ses contextes d'application. C'est ce qui va permettre également d'établir le lien, on va dire, dialogique entre l'enseignant, le professeur et les auditeurs. Ces auditeurs-là, en tout cas, ils arrivent avec leur langage, qui n'est pas un langage juridique, ils arrivent avec leur monde, et leur monde n'est pas juridique tel qu'il se représente, il n'est pas structuré juridiquement, ce qui active la figure de la traduction. Je serais tenté d'ailleurs d'utiliser ici le slogan qui est mis en avant par Charles Torchman, qui est metteur en scène et qui organise aujourd'hui en ce moment, un festival de théâtre à Metz. Le slogan qui a été retenu, c'est « Ici, personne n'est étranger ». C'est un peu cette formule que j'ai envie de reprendre ici pour ce cadre d'enseignement, c'est « Ici, personne n'est étranger au droit ». On est bien obligé de partir de cette idée. On est bien obligé aussi de partir de ce que les auditeurs savent. Si on ne part pas de ce que les auditeurs savent, on n'a aucune chance d'inculquer ou de diffuser quoi que ce soit dans le cadre de cette... dans le cadre de ces enseignements particuliers. Alors dans cette hypothèse, le discours de surface du droit vient donc se greffer sur un arrière-paysage, et c'est cette jonction qu'il convient fondamentalement d'opérer, ce qui s'explique très bien d'un point de vue épistémologique. Ce sont des affaires de représentation interne évidemment qui sont en cause. Alors j'en viens du coup, et j'en viens à présent, à l'étudiant en droit, en étant passé par ces chemins vicinaux. Par contraste, on peut saisir ce qui fait l'objet de la formation initiale de l'étudiant en droit. Je crois qu'on peut dire qu'il s'agit de créer un monde. Ça renvoie notamment aux écrits d'un philosophe français actuel, c'est Frank Fischbach, qui a écrit sur la privation de monde, une manière de ne plus penser le sujet de façon autonome, mais dans la lignée de Spinoza, Heidegger, Marx, de le situer dans un contexte et dans un monde donné. Je crois que fondamentalement, l'enseignement du droit va consister pour un étudiant qui découvre le droit à créer ce monde, à instituer les représentations qui sont liées aux disciplines qui vont y être enseignées, au droit de façon générale. Alors évidemment, il y a des représentations internes liées à des grandes figures. Je songe à la figure du contrat, par exemple. Comment pourrait-on initier au monde du droit sans véritablement une réflexion sur le contrat lorsque l'on dispense un cours de droit des obligations?
comment peut-on initier à cette notion de contrat, ou même à ce concept de contrat, sans une immersion dans ce qui a pu agiter la conception qui a pu être considérée comme dominante, une conception subjective. Comment ne pas rendre compte des travaux qui sont menés ici ou là? Il y a eu des affrontements, des querelles d'ailleurs assez vives en France autour de la figure du contrat, notamment la conception solidariste qui contestait une conception subjectiviste focalisée sur l'accord des volontés qui, en définitive, a toujours montré ses limites. Il y a d'autres conceptions qui sont développées ici ou là, notamment au Québec. Je songe à une conception dialogique développée par Bélanger. Ce que je veux souligner ici, c'est que quand on crée ce monde, quand on met en avant cette idée de contrat, par exemple, la question que l'on se pose, c'est celle de savoir comment on le fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on présente le contrat comme étant une création de l'esprit détaché de tout? Est-ce qu'on continue à le présenter comme étant une figure instituant l'égalité des parties, un acte où les parties sont à égalité, ou est-ce qu'on accepte de repartir à un autre degré d'analyse et on accepte de présenter aussi aux étudiants cette réalité qui fait que il n'y a quasiment pas de rapport égalitaire dans les contrats qui sont conclus. Pourquoi je mets en avant cette thématique? Parce qu'elle revient de façon extrêmement puissante en France, vous savez peut-être. Il y a un projet d'ordonnance qui va aboutir, de réécriture du titre du Code civil consacré aux obligations. Ce titre n'a pas été modifié depuis 1804. Donc là, il y a une refonte qui est à l'heure, sur laquelle une consultation a été orchestrée par la chancellerie au cours de ces dernières semaines, et qui précisément aboutit à toute une série de considérations, ce n'est pas mon propos ici, mais notamment à introduire la figure des contrats d'adhésion, ce qui était impensable il y a quelque temps encore en France, et à introduire dans le Code civil l'idée selon laquelle un contrat doit être évidemment fondamentalement inégalitaire, ce que les travaillistes, les spécialistes de droit du travail ont compris depuis bien longtemps. Enfin, de toute façon. Il y a là une conception qui est en train de se déployer et qui bizarrement bouscule la représentation que beaucoup d'enseignements ont pu véhiculer du contrat, mais pourtant qui est en pleine adéquation avec la réalité. Alors, je parle des notions du droit aussi, qui font partie de ce monde qu'il s'agit d'instituer, et de la manière dont on peut présenter un certain nombre de questions. Dans la manière dont l'enseignement français dans les facultés de droit est conçu, l'enseignement du droit, pardon, dans les facultés de droit françaises est conçu, c'est mieux dans cet ordre-là, je dirais volontiers qu'il y a une véritable scission aujourd'hui entre l'enseignement qui est dispensé dans les 3 premières années, c'est-à-dire les années de licence, où, et c'est d'ailleurs le propos du rapport Truchet, on va focaliser le propos sur les matières dites fondamentales, sur des enseignements fondamentaux, on va apporter plutôt sécurité, puis on relègue, on renvoie à plus tard le sens critique, l'art critique, la pensée construite. On les renvoie au niveau du master et tout particulièrement du master 2. C'est d'ailleurs tout à fait sidérant, je sais que ce n'est pas cette organisation qui est retenue en Belgique, en plus particulièrement ici même à l'université Saint-Louis. En France, vous savez, on présente dans les premières heures d'un cours de première année d'introduction au droit ce qu'est le raisonnement juridique, ce qu'est l'interprétation à des étudiants qui ne connaissent rien du droit, puis après on n'en parle plus, jusqu'au meilleur des cas, la dernière année où on va expliquer exactement l'inverse de ce qu'on a dit dans les premières heures de leur enseignement. Enfin, c'est-à-dire qu'on va reléguer toute distance critique à un stade de Master 2. Alors, ça veut dire que, finalement, pour l'enseignement du droit tel qu'il est décliné en France, comporte des séquences de ce point de vue. Il y a bien une distance critique, il y a bien un ébranlement qui va intervenir à un moment donné. Il va intervenir la plupart du temps en 5e année. D'ailleurs, le séminaire de Master 2 va être conçu d'une façon tout autre que le cours magistral. Par du temps, un séminaire, ça va être un moment dans un processus, un moment intermédiaire. Il y a d'abord une première démarche initiée par l'étudiant de constitution du savoir. Il va aller vers le savoir. Il y a le moment du séminaire lui-même qui sera un moment de déconstruction qui va ébranler les certitudes. Et puis il y a le moment ensuite de travail individuel ou collectif d'ailleurs des étudiants, de reconstruction individuelle. Mais c'est le prix à payer pour que l'étudiant se forge véritablement une pensée juridique propre. Finalement, ça peut se faire qu'en fin de parcours, en fin d'études, et donc
en Master 2 de ce point de vue. Mais à ce moment précis, on va plonger dans les profondeurs du discours, on va déterrer les boîtes noires, on va aller chercher les querelles, les impensés, les incertitudes, les controverses, le cas échéant, et en définitive, on va déconstruire ce qui avait été construit. Et c'est ça qui suscite chez moi un petit malaise quand même, c'est que on en vient en 5e année, au moment de la spécialisation, au moment de la fin des études, souvent remettre en cause une certaine représentation que nos étudiants ont du droit, mais dont ils sentent qu'elle ne fonctionne pas totalement. Alors, tout ça renvoie aussi ou débouche sur une certaine représentation du savoir juridique. Je voudrais être court à ce sujet, mais simplement pour dire que il me semble que l'enseignement du droit et le discours doctrinal peuvent se rejoindre l'un et l'autre, ne peuvent pas se dispenser d'une assise théorique. C'est pour moi cela quand même la fonction de la théorie du droit en tant que méta-discours. Je veux dire par là que lorsque l'on avance une notion, une représentation, une argumentation, mieux vaudrait qu'elle soit en phase avec les discours ou travaux approfondis qui ont pu être menés sur cette notion, et pas convoquer une représentation totalement désuète. On peut dire cela de tel ou tel type d'argument, de telle ou telle notion, une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de ce qu'est une source du droit, ou de ce que la jurisprudence est ou non une source du droit. On peut le dire de la conception du contrat que j'évoquais. Bref, à convoquer des figures désuètes et non fondées au plan théorique, on prend le risque justement de fragiliser le savoir juridique et donc la formation de nos juristes. Mais il y a plus que cela. Il y a aussi la nécessité, j'y reviens, d'une approche dialogique du savoir et des enseignements doctrinaux, c'est-à-dire ouvrir donc ces boîtes noires de controverses, ces opinions divergentes qui, en définitive, à mon avis, font sens. Ça signifie, en définitive, donner une représentation de la doctrine, donner une autre représentation de la doctrine. Une doctrine qui assume sa mission, qui assume sa responsabilité, avec l'exigence requise concernant le savoir juridique que j'évoquais à l'instant, la fondation sur une approche d'ordre théorique, mais assumer la doctrine et la faire intervenir donc dans le discours enseigné comme étant acteur, lecteur, intervenant dans le droit. Alors, évidemment, qu'on arrive à la question du comment, c'est cette question qui va être posée. On va chercher le moyen pour intégrer, pour satisfaire en définitive ces exigences qui vont permettre quoi? De s'approcher de ce qu'est le droit, de la manière dont il se fait, de donner à voir le droit tel qu'il se fabrique et finalement tel qu'il va être pratiqué par nos étudiants lorsqu'ils seront diplômés. Il y a toute une série évidemment de dispositifs qui ont été mis en avant. Il y a ces dispositifs qui visent finalement à intégrer à l'enseignement, à l'apprentissage, cette compétence spécifique que constitue la recherche et le traitement d'une information. Ça, c'est assez bien fait, je crois, à l'heure actuelle. Les travaux dirigés, d'ailleurs, stimulent les étudiants pour qu'ils aillent rechercher un certain nombre de données. Il y a des propositions qui visent à repenser les programmes par compétences. Et on va constituer un référentiel de compétences, on va intégrer des pratiques plus ou moins innovantes, le jeu, par exemple. Ça aussi, ça se fait dans une certaine mesure. Toujours au sujet du comment, il y a toute une série d'expériences, de dispositifs extrêmement variés qui sont mis en avant. Les classes inversées, les différents modèles, puisque tout cela se décline au pluriel de cliniques du droit. Cliniques du droit qui partent assurément d'un diagnostic pertinent de ce qui constitue l'un des principaux écueils finalement du modèle classique d'enseignement du droit, c'est-à-dire la nécessité de dépasser le cloisonnement des savoirs, la nécessité d'amener l'étudiant à construire son savoir, l'exigence de professionnalisation. Tout cela me paraît assez indiscutable
Et je pense qu'il n'est pas contestable cette nécessité de mettre en avant ce caractère de professionnalisation tel qu'il est mis en avant. Ce qui me gêne, je redis ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que tout cela se fasse au nom parfois de considérations qui ne sont pas d'ordre pédagogique. Lorsque l'on met en avant la nécessité de cours en ligne, je le répète, ce sont plutôt des considérations d'ordre budgétaire qui sont mises en avant. Voilà ce qui pose à ce titre problème. Alors, ce que l'on peut souligner néanmoins, et c'est là finalement que je veux mettre en avant, c'est que ce qui se trouve déstabilisé à travers ces différentes propositions, ce qui se trouve déstabilisé dans les directions que l'on nous indique, c'est une certaine figure du cours magistral, une certaine figure du cours magistral tel que je l'évoquais tout à l'heure. C'est cela qui est mis en cause, et à travers cette mise en cause, c'est probablement une certaine idée aussi de la doctrine juridique qui est mise en cause. Mais alors, quel est ce cours magistral qui se trouve déstabilisé? Quel est ce cours magistral que l'on nous présente comme périmé? Quel est ce cours magistral auquel on nous indique qu'il faut le substituer, sujet duquel on nous indique qu'il faut le substituer par des cours, le remplacer par des cours mis en ligne? C'est un modèle de cours magistral, évidemment, qui prétend décrire le droit positif et qui ne fait que rien d'autre que de dérouler un système. Alors, oui, forcément, si un cours magistral se réduit à une lecture, s'il déroule un discours sans s'ajuster en fonction de son auditoire, s'il vise à asséner simplicité et certitude, donc à chasser le complexe et l'incertain, l'indétermination, le mouvement, dans ce cas, oui, une vidéo remplacera avantageusement la prestation du professeur. Si un auditoire ne produit rien de plus qu'une caméra, si le professeur ne produit rien de plus que la lecture de son texte, il est possible que la valeur ajoutée du cours magistral soit totalement à relativiser. Seulement, est-ce que c'est vraiment cela un cours d'amphithéâtre? Est-ce qu'un cours d'amphithéâtre doit être cela? L'objet de l'enseignement, ici le droit, doit, me semble-t-il, être appréhendé comme une matière en mouvement. Cette expression, je l'emprunte à Gilles Deleuze, qui privilégiait, vous le savez sans doute, la méthode de l'herbe. Je privilégie la méthode de l'herbe parce que l'herbe, elle, pousse par le milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le cours ne peut être figé, qu'il se construit et qu'il doit se construire aussi partiellement devant l'auditoire dans un mouvement d'interaction. Je veux dire que c'est un droit en mouvement qui doit être représenté, qui doit être donné à voir. C'est à travers un droit en mouvement, ouvrant un certain nombre de questions, se saisissant de questions qui sont mises en avant, le cas échéant, par les médias, en les traitant fondamentalement de façon juridique, et avec les controverses d'aujourd'hui entre juristes et au plan doctrinal, en donnant à voir les positions divergentes, le cas échéant, des tribunaux, en ouvrant cette boîte-là, cette boîte noire, et en la laissant le cas échéant ouverte, là on donne effectivement à voir un droit qui est en train de se construire, qui est en train de se faire, qui est en mouvement. On se donne aussi la possibilité de permettre à l'étudiant de se forger une identité de juriste à travers cela et de prendre lui-même position par rapport à ces questions. Ces mouvements, ils se repèrent à deux niveaux. Évidemment, il y a le niveau des règles positives du droit. Quand il y a des mouvements au niveau du droit positif, ils ne doivent pas être tus. Ces mouvements, ils doivent bien être fondamentalement comptés, racontés, avec l'hésitation, les doutes, les difficultés qui les sous-tendent. Je crois que c'est tout à fait essentiel, sans quoi c'est une forme d'oubli du droit en train de se faire, pour reprendre une formule de Christophe Jamin. Mais il y a un autre niveau où s'opèrent ces mouvements, c'est le niveau des profondeurs du discours juridique, et c'est là la nécessité que le cours magistral ne se tienne pas à la strate du discours, d'un discours de superficie, encore une fois sans que mon propos soit péjoratif, c'est au niveau des règles positives du droit, mais fasse des incursions dans d'autres strates de discours occultés, mésestimés et parfois méconnus. C'est le registre de la réflexion fondamentale sur le droit, c'est le registre des notions, des concepts, c'est le registre
théorique, c'est l'approche comparatiste. Ce sont aussi là que se jouent les liens tissés entre les matières. Si on ne va pas dans ces profondeurs-là, on n'a aucune chance, effectivement, que les étudiants puissent nouer des liens entre les différentes matières, entre les différentes approches, ou puissent accéder à une approche de théorie du droit, dès lors qu'elle n'est pas spécifiquement employée, vous le savez sans doute, dans les universités de droit françaises, sauf le cas échéant en Master 2. Donc il y a, à mon sens, dans cette idée que j'avance du cours magistral, des plis qu'il s'agit de déplier et qu'il s'agit de déployer. Pourquoi il faut faire ça? Parce que c'est, tout d'abord, je crois, la condition pour former de bons techniciens du droit, c'est-à-dire des techniciens qui maîtrisent, qui dominent la technique juridique, mais qui sachent aussi traquer, sentir, anticiper des changements à l'œuvre dans le droit, dans le domaine, le cas échéant, où ils se spécialisent. Parce qu'ensuite, c'est la condition même pour que les juristes que nous formons accèdent à l'intelligence du droit, et en particulier à tel ou tel segment du droit. Et parce que c'est encore la condition pour qu'ils assument dans la société, je crois, leur mission, leur rôle de juriste. Alors je parle évidemment du fond, du contenu du cours, je parle également, bien sûr, vous l'avez compris, de sa forme, évidemment les deux sont totalement reliés, et la représentation du cours dont je parle là, c'est aussi une représentation au sens théâtral du terme. Si, dans un cours magistral, il ne se passe pas fondamentalement une construction dans l'instant, s'il n'y a pas fondamentalement une interaction que ne peut pas reproduire une caméra, que ne peut pas reproduire une vidéo, s'il n'y a pas quelque chose du spectacle vivant, alors effectivement, je le redis, le cours magistral ne sert strictement à rien. Je ne peux qu'observer que dans le domaine du théâtre, la conception même de l'écriture, des fabriques d'écriture, s'est complètement renouvelée. On parle de textes matériaux. Les débats sur la primauté du texte sur la scène ou de la scène sur le texte ont fait long feu. Ils trouvent leur écho dans les questions d'enseignement du droit. Certains vous diront que c'est la forme, la manière dont on présente le cours qui est importante. D'autres vous diront attention au fond. Je crois que les deux sont effectivement reliés. Dans la fabrique d'écriture du théâtre, le texte aujourd'hui n'est pris en compte ni dans sa totalité, ni dans son organisation. Il est une sorte de réservoir dans lequel le metteur en scène ou le nouvel auteur puise des morceaux ou des fragments. On a abandonné ici la logique d'organisation narrative. L'écriture se fait par fragments. Elle s'écarte du processus du théâtre à deux temps, comme on disait naguère, c'est-à-dire d'abord le texte, l'antériorité du texte, et ensuite la scène. Ça renvoie à mon modèle dual du cours magistral et du travaux dirigés. Il y a une réinvention du texte, une élaboration qui participe du projet scénique. On a affaire à des mutations du texte. La page numérique, je peux que citer ce très bel ouvrage d'Anthony Grafton, La page de l'Antiquité à l'ère du numérique, qui fait l'histoire de la page, hein, en partant de la page telle qu'on la connaît aujourd'hui, la page numérique qui se caractérise par sa discontinuité, et où finalement les textes sont recomposables à l'infini, et montrent finalement que ceux qui avancent qu'il y a là une profonde rupture dans la pensée se trompent peut-être. Cette histoire est tout à fait utile de ce point de vue. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. J'en arrive à ma conclusion, effectivement, pour dire que ces ouvrages, et ça fait longtemps que se déploient ces analyses, et François Host et Michel Van de Kerkhove ont fait partie de ceux qui les ont formidablement introduits dans la pensée juridique, consiste à mettre en évidence ces phénomènes de réception, les théories de la réception. Il y a eu ce rôle, bien sûr, de l'interprétation. Il y a cette nécessité de prendre en compte que le texte, il se fabrique aussi par celui qui le reçoit, par l'auditeur. Je crois fondamentalement, et c'est cela que je veux mettre en avant, qu'il faut prendre des étudiants pour des lecteurs de ce point de vue. Il faut les mettre en mesure de participer eux-mêmes à la fabrique du texte. C'est-à-dire les mettre, oui, dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement, face à une forme d'indétermination, face à une nécessité de construire, face à une forme de déconstruction. Je pense que tout ça doit être mesuré, doit être tout à fait limité. Il faut
prévoir des espaces pour ça. Le reste doit être structuration, assurément. Oui, il ne s'agit pas de donner l'image d'un droit à l'état gazeux. Oui, il ne s'agit pas de donner une espèce d'apothéose en spectacle. Les étudiants ont besoin effectivement de construire quelque chose. Mais à l'intérieur de cette construction, ils ont besoin de cet oxygène, ils ont besoin de ces respirations, ils ont besoin qu'on les appréhende autrement comme des étudiants ayant pour seule tâche de mémoriser un cours. Je crois que ce qu'on doit leur demander, c'est aussi de travailler le texte par eux-mêmes. Il y a une dimension de construit. Je crois que c'est comme ça qu'on peut les intégrer dans ce monde. Alors voilà, enseigner le droit, c'est, je crois, initier à un monde de ce point de vue, à une langue et à son monde. C'est transmettre. Je ne peux pas ne pas avoir présent à l'esprit les belles pages de Jacques Derrida sur la notion d'héritage de ce point de vue. Et Jacques Derrida disait que la transmission, et fondamentalement quand on parle d'enseignement, c'est de transmission que l'on parle, que la transmission est un geste à la fois nécessaire et impossible. Je crois que c'est à cet impossible que nous sommes tenus.